Bezrat Hashem, chers amis, nous allons tout d'abord un peu faire une petite dégustation par rapport à la paracha de la semaine. Alors, on sait très bien que la parachat Nassau, on se trouve au Hashem le lendemain de l'acceptation de la Torah, avec beaucoup de joie, avec de nouvelles énergies, en demandant à Hashem de nous aider à perpétuer la Torah aussi bien pour nous et autour de nous. En tout cas, dans la parachat de Nassau, il est mentionné que tout l'ordre de sacrifice qu'ont amené tous les chefs des tribus, n'est-ce pas, tel et tel jour. Entre autres, le deuxième jour, c'était en fait le chef de la tribu de Issachar, c'est lui qui a amené son offrande. Par rapport à ça, on raconte qu'une fois, il y avait un groupe de personnes qui ont été envoyées de Francfort c'est en Allemagne, n'est-ce pas, au grand Gaon Rabbi Chaim Ozer Grodzinski, s'appelle le Rav Ahiezer. Il est niftar un tout petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais Bakashash et Amlitz Lahem al-Rav, ils ont demandé prière de nous indiquer une personne qui serait apte à être Rav dans notre Keïla. Mitor Shenatou la Skala aussi Futnai chez al-Rav la Set Gam Toar Doctor. Dans ces demandants, ces personnes-là, demandeurs, eh bien, ils avaient aussi un lien avec la Skala. La Skala, en fait, à l'époque, c'était malheureusement tout le mouvement, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'émancipation, parce que c'est une émancipation gauche qui est contre la Torah, mais ils ont dit, on souhaiterait, cher Rabbi Chaim Grodzinski, que cette personne que vous allez nous indiquer, elle soit aussi un peu docteur. On ne veut pas quelqu'un qui a fait que la yeshiva. Aujourd'hui, quand on dit qu'il a fait que la yeshiva, on a l'impression de dire qu'il est limité dans ses horizons. Mettez-nous quelqu'un qui est aussi bien joindre l'utile à l'agréable, il est aussi bien docteur en hall et connaissant en Torah, à Botaï, je te fais dire la vache. Et maintenant, je suis en train de parler d'un autre truc. Regarde, non, pourquoi je dis ça, je comprends pourquoi. À Botaï, il faut qu'on soit certain. Hier, on a reçu la Torah. Heureux celui qui, depuis le jour où il a ouvert ses yeux, il n'a connu que la Torah. Rav Moshe Feinstein, alav shalom, qui était un éminent décisionnaire en Amérique, qui a créé Igorot Moshe, etc. Il a dit à ses élèves qu'il n'ouvre même pas un journal. Pourquoi? Même des fois des journaux, encore une fois, on parle qu'un journal est déjà propre de la chanara et de bêtises et de mensonges, ce qui est presque impossible. Il dit pourquoi? Parce qu'autrement, si j'ouvre un journal, j'aurais pas assez de da'at Torah, de conscience toranique pour pouvoir trancher la véritable volonté d'Hachem dans toutes les questions qu'on me pose. Regardez à Botaï l'optique d'un Gadol B'Israël. En tout cas, pour retourner, après, Oizer il aura dit An Yodea Shekasher Docteur Omed Yad Arav Siman Sharav Hole. J'ai une seule chose, que quand le docteur se trouve devant un Rav, ça prouve que le Rav il est malade. En fait, c'est un message ironique, ou plutôt il les a un peu pincés. Comment vous osez demander une juxtaposition qui est impossible, étant docteur et rabbin? Il dit, si un docteur, ça prouve que le rabbin en lui est un peu malade. Donc, en fait, c'est juste pour leur dire qu'à Botaï, chercher la pureté de la Torah. Encore une fois, ça n'empêche qu'une personne qui, pour des raisons, a fait des études, et ensuite s'est renforcée, et Baruch Hashem joint les deux, et bien ça prouve a posteriori que Kadosh Baruch Hu a fait faire comme ça. Maintenant, en tant que vocation, en tant que souhaiter à ses enfants d'être aussi bien un docteur et un érudit en Torah, je vous dis la vérité, pourvu qu'on s'en sorte en étant érudit en Torah, il y a assez à faire, il faut savoir. Je rajoute. C'est des choses que je n'ai pas pensé à parler, donc Kadosh Baruch Hu me dirige là-bas chez moi. Une fois, ils ont demandé à Rabbi Chaim de Vologine, le Talmid du Gaon de Vilna. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On voit des fois des érudits en Torah qui n'ont jamais touché rien en sciences. Ils connaissent très mieux que des médecins, que des professeurs. On raconte que le Hazan Ish, Rabbi Avraham Yishayahu Karelitz, était capable de conseiller des chirurgiens de première marque comment effectuer une intervention chirurgicale dans le cerveau compliquée. Imaginez-vous, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas un jeu d'enfant. Et le Hazan Ish était là, en train de dessiner le parcours, pourquoi? Il aurait dit, Hazan Ish, moi je fais ça selon la Torah. Il y a des généralités dans la Torah, comment se comporter dans des doutes. Quand tu as un doute, est-ce qu'on va selon la majorité des possibilités? Est-ce qu'on va sur la chose qui est la plus proche? Plein de détails. Donc ils ont posé la question à Abraham de Vologine. Comment expliquer cette chose-là? Il aurait dit, je vais vous donner un machal, donner un exemple.
Plusieurs fois, ça nous est arrivé qu'on est rentré dans un magasin chic, on va dire même, et les prix Baruch Hashem sont pimpants. Et en sortant, tu sors avec des bonus. Déjà un très bel emballage, gratuit au compte de la maison, et des fois des petits échantillons, de nouveaux produits. En attendant les échantillons, ça te fait plaisir. Et il dit, maintenant, imaginons quelqu'un qui vient, il passe à la caisse, il leur dit, s'il vous plaît, j'aimerais bien moi aussi quelques échantillons et un petit emballage gratos, je vais l'utiliser pour quelque chose. Je dis, allez-vous-en, monsieur. Vous pensez qu'on est ici au Resto du Cœur, ou à l'Armée du Salut, ou je sais pas quoi, au Bureau du Travail. Je dis, mais quand je comprends pas, mais mon ami là qui vient de passer à la caisse, il a reçu ça gratos, j'ai vu le compte, il a payé que sur le produit. Le restant, tout l'emballage et les produits, les trucs, c'était gratos. Et j'ai dit, écoutez, mais c'est différent. Lui, on a gagné avec lui. Donc ça ne nous dérange pas de lui donner un petit bonus pour lui donner le goût de revenir une autre fois. Mais toi, tu es venu que pour ça. On n'est pas en train de distribuer. Ça, c'est l'idée. Le Nimshal, l'idée qui sort de cela est la suivante. Une personne qui vient chez Akadosh Baruch Hu, il lui demande à Hachem, je veux le gros lot, je veux la Torah. Hachem lui dit, écoute, toutes les sciences, je te les donne au passage. Comme les emballages qu'on donne dans un produit que tu as acheté. Mais quelqu'un, il vient, il veut que l'emballage. Il dit à Hachem, écoute, il faut payer. Va faire 7 ans d'études de médecine. Et encore une fois, j'ai rien contre les médecins. Mais bon, quand on vient faire une comparaison, ou dire un rave docteur, écoute, celui-là, c'est un rave. Celui-là, c'est un rave docteur. Automatiquement, malheureusement, on a un peu plus une tendance vers lui. C'est faux. Ça arrive. C'est faux. Abotai, la pure Torah, la pure et dure Torah. Et au contraire, le vrai rave, il a tout au passage. Encore une fois, tout dépend du degré de son investissement dans la Torah. Le Rambam. Bon exemple. Voilà. Maintenant, un très grand tzaddik. Voilà, Kadosh Baruch Hu nous a amené aussi un nouveau idouche. Pranesiim ikdima Torah tevat nasi, les Shem nasi. Si on voit dans la paracha à nous, paracha de Nassau, on voit que chaque fois que la Torah mentionne un des 12 chefs de tribu qui sont venus offrir en l'honneur d'inauguration du tabernacle, les korbanot en question, les sacrifices, alors, toutes les fois c'est marqué Nassi, alors que dans Nassi, le prince, ceci, prince, chef de tribu, ceci. Ve'ilu beshevet Issachar, t'ila muzkar shemo shel Nassi Netanel ben Tsuar, ve'akar Torah Nassi Issachar. Il y a une exception. Quand il est question du chef de tribu de Issachar qui est la tribu donc de la Torah. Et là, il est déjà mentionné tout d'abord Netanel ben Tsuar. Ensuite, la locution prince de la tribu de Issachar. Contrairement à tous les autres prince de telle tribu, prénom. Prince de la tribu, prénom. Là, non, prénom, prince de la tribu. Quelle est la différence? Et ramène ici au nom de Rabbi Moshe Orev. Rabbi Moshe Orev, à l'origine il s'appelle Rabbi Moshe Uri. C'était, Rabotai, un phénomène toranique. Et il ça fait pas longtemps, il me semble vers 8 ans, plus ou moins. Il y a un livre à lui qui s'appelle Torah Misinaï. C'est un livre que je suis vraiment épaté de le voir. C'est-à-dire, quand tu lis, tu vois la connaissance qu'il a en Torah, ça va attirer l'arigot. Chaque notion qu'il te dit, il te ramène toutes les origines. C'est-à-dire, en un souffle, il te ramène toutes les origines du Talmud babylonien, Yerushalmi, les Midrashim, les Zohar. C'est un truc vraiment vertigineux. Tout ça, c'est par cœur. C'est incroyable. D'ailleurs, on m'a raconté, j'ai vu en fait, dans le Hesped Café Rabbi Meir Mazouz, Zeret Degevracha, parce que c'était un des élèves à lui, Rav Moshe Orev. Il a dit, c'est incroyable, je lui ai dit plusieurs fois, chaque fois qu'il fait une dracha, qu'il ne soit pas trop brillant, ne pas trop faire de flash. Bon, vous avez compris à quoi il fait allusion, mais il dit que faire. Lui, il ne faisait pas ça par une intention azve shalom, de ses ga'ava, d'orgueil. C'est-à-dire, il était tout le temps en train, soucieux. C'est une lumière. Il était soucieux tout le temps de vérifier ses connaissances. Donc, automatiquement, ça sortait. Mais entre-temps, ça fait ce que ça fait. Mais maintenant, sans rentrer dans ces détails, c'est pas mon but. Ce Rav-là, il a écrit un sefer qui s'appelle Torah Misinaï. C'est quoi Torah Misinaï? Torah Misinaï, comme son nom l'indique, la Torah qui vient du mont Sinaï, comme ce qu'on a reçu hier. Il faut savoir que tout ce qui est marqué dans la Torah, voilà, tout ce que je suis en train de parler maintenant, j'ai fait un hors-piste. Vraiment, il n'y a pas de hors-piste, tout mina shamaim, mais à Kadosh apparemment, il veut que je parle de cela. Que quoi? Il faut savoir que toute la Torah est mise en allusion dans les lettres du Chamishachom chez Torah. La Torah, elle est vaste. Le Talmud babylonien, le Pshat, Remez, Drashot, tout est signifié dans les 5 livres. Combien ils peuvent contenir? Oui, c'est infini. Plus que ça, je dirais un grand idouche.
le Rahim Akadosh dans Vaikra, Chumash Vaikra, Perek Yud Gimel. Il ramène là-bas, d'ailleurs aujourd'hui, pour prochain, j'ai fait 2-3 heures, j'ai eu le mérite de faire le Siyum de Rahim Akadosh sur Vaikra. Petit à petit, j'avance. Ça prend du temps, c'est du boulot. Mais en tout cas, je reprends. Le Rahim Akadosh, il dit là-bas qu'il y a a priori une contradiction. D'un côté, il est mentionné dans nos sages que Moshe Rabbeinu a aperçu, ou plutôt savait, tout ce qui aurait été innové dans la Torah depuis le début des générations jusqu'à la fin des temps. D'un autre côté, c'est marqué dans la Gemara Masechet Menachot, Daf Kaf Tet Amud Bet, il est mentionné là-bas que quand Moshe Rabbeinu, il a fait montrer chaque génération et ses rabbanim et tout. Et quand ils sont arrivés à la génération de Rabbi Akiva, là il y a eu un stop. Il a dit, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Il lui a dit, Rabbi Akiva était capable d'expliquer même les petites kotzim. Kotzim, c'est en fait les ornements. Ornements des lettres. Vous avez montré, vous avez fait attention au Sefer Torah quand vous voyez les lettres, et des fois comme des petites pointes. Ça s'appelle Tagim. Tagim. Le tagim, hein? Il y a les deux. Il y a le tagim. Tagim, qui très haut. Ça s'appelle les couronnes des lettres. Selon la Kabbalah, c'est un très haut degré. C'est le plus haut degré. Bon, en tout cas maintenant, non, c'est pas, non, c'est après. Après les Ta'amim. En tout cas, Ta'amim, Tagin et Nekudot Otiyot. D'accord? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, chaque petite pointe, il explique une halakha. Il dit, Moshe Rabbeinu, c'est comme ça, donne la Torah avec lui, pourquoi je donne avec moi? C'est marqué qu'après, ils ont posé une question, et ils ont posé une question à Rabbi Akiva. Ils voient dans l'historique. Tout ça, c'est un historique. La Gemara raconte, ils ont posé une question à Rabbi Akiva, d'où tu sais tout ça? Il leur a dit, ça, c'est halakha de Moshe Misinaï. Quand il a vu ça, Moshe, il s'est calmé. Parce qu'au début, il a eu une hachadatos, il a été un peu désappointé. Il dit, oh, Rabbi Akiva, il est mieux que moi, donne-lui la Torah. Moi, je vais prendre ce rôle-là. Mais en tout cas, il pose, Rabbi Haïm ben Attar, il pose la question, je ne comprends pas. D'un côté, tu dis que Moshe Rabbeinu était conscient de tout ce qui est marqué dans la Torah. D'un autre côté, tu dis que Rabbi Akiva, il connaissait des choses qu'apparemment Moshe ne savait pas. Et il savait même dire, la réponse est la suivante, il dit un truc extraordinaire, le Rahim Akadosh. Et c'est un fondement important à savoir dans la Torah. Lequel? Moshe Rabbeinu était conscient de tous les enseignements. Seulement, il y a des parties d'enseignement que Kadosh Baruch Hu a laissé à chacun à le juxtaposer à quel mot, à quelle lettre, à quelle pointe dans la Torah. Moshe connaissait toute la théorie, dans la pratique. Est-ce que ça fait, on fait allusion dans le Aleph de telle lettre, tel mot, tel otio, tel tarim, ça c'est Kadosh Baruch Hu a laissé à chaque génération. Donc pour retourner à notre histoire, je vous dis un truc extraordinaire. Le Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, le Hassid Rabbi Eliyahu, vers la fin de sa vie, il n'étudiait que du Humash. Ça veut dire qu'en général, on aurait pensé que Gandvina, qui a fait tout le Pshat, Remes, Darasod, écrit des livres, un truc incommensurable, il était là avec des piles de livres toute la journée. Non, à la fin de sa vie, un petit Humash, un Pentateuch, il dit. Quoi? Il était capable de retrouver toutes les parties, les détails de Torah, de Midrashim, de Halachot, tout ce qu'on peut penser et pas penser, de par les lettres du Pentateuch. Incroyable. Maintenant, tout ça, c'est pour retourner à c'est une espèce d'introduction, mais en fait, introduction aussi qui nous enrichit, pour un peu expliquer que ce Rav, Rabbi Moshe Orev Alav Shalom, dans son livre Torah Misinaï, il a de temps en temps pris quelques versets de notre paracha, il a mis en évidence comment les termes de la Torah chez Béalpé, par exemple, la Torah qui est orale, comment ils sont mis en allusion dans quelques mots de la paracha. Il dit comme ça. Il te dit, dans les autres chefs de tribu, les 11 chefs de tribu, hormis celui de Issachar, leur honneur était de par le fait qu'ils étaient chefs de tribu. C'est la raison et l'objet de leur importance. Chez Zarou, Liot, Nessia Shevet, il mérite d'être le chef de la tribu de Dan, de Zvulun, etc., de Reuven. Parce que dans ce cas-là, la Torah, quand elle a mentionné tous les 11 chefs de tribu, elle a mentionné au préalable qu'il était le chef de tribu, ensuite elle a dit son prénom. Par contre, quand on arrivait à l'exception qui s'appelle la tribu de Issachar, le chef de la tribu de Issachar, le second jour, c'est qui a offert la Torah tout d'abord, de façon exceptionnelle, d'abord mentionne le nom du prince. Ensuite, elle dit que c'est le prince de Issachar. Pourquoi? Parce qu'il te dit, Shushevet, Ve'ilu Shevet Issachar, Shushevet Shel Achamim Batorah. La Gemara Masechet Yoma Daf Kavav dit
que c'était en fait l'attribut des sages en Torah. Issachar, c'était le symbole d'étude de la Torah. Et là-bas, le critère pour savoir comment nommer le chef de la tribu, c'était pas juste parce que quelqu'un qui était, imaginons, très tzaddik ou très connaisseur et tout, mais surtout combien son degré toranique. Donc la première raison, c'est son degré toranique. La seconde raison de son importance, c'est son degré qu'il était en fait le prince. La Chanikdima Torah chez moi ici qu'il a Torah Mishpat Bechora. Encore une fois, c'est pour venir contrecarrer l'idée tout à l'heure. On l'avait dit avec Raphaël Grodzinski qui te dit un docteur, un rabbin docteur. Il y a une nouvelle locution moderne. Le grand rabbin docteur ceci. Docteur en lettres, docteur j'en sais rien. On a dit bon, ça c'était la première idée par rapport au Bachet Shavua. Le Gaon Rabbi Yehuda Tzadka, un des Rosh Yeshivot de Roi de Sèvres, un des grands Rosh Yeshivot, donc il s'est assis avec les responsables du comité de la communauté et il leur a dit prière d'organiser des fonds pour pouvoir soutenir un groupe d'étudiants toraniques d'Avrechim, ramener la lumière autour de ce lieu-là. Il dit malgré toutes les dépenses, aussi bien de la climatisation et tout ce qu'il faut, demander à Norbert, la douloureuse. La fin du mois s'appelle la douloureuse. Maintenant, pour les encourager, Abidat Tzadka, il leur a un peu raconté sur la yeshiva de Porat Yosef dans ses débuts apparemment. C'est très bien qui a instauré cette yeshiva, qui l'a au début a ouvert les portes, c'est le Ben Ishai. Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, le Ben Ishai a envoyé son élève, Rav Hazan, c'est lui qui était le premier Rosh Yeshiva, c'est lui qui a ouvert les portes de cette yeshiva. Et de là-bas, on a eu Rav Avodia Yosef, Rav Ben Zion Bashaoul, Rav Motzafi et beaucoup de lumière extraordinaire. En tout cas, il est déjà après la Seconde Guerre mondiale, alors c'était déjà un peu plus tard, parce que Meishaï, ça fait déjà environ 120 ans. Mais bon, plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, en 48, n'est-ce pas? Et Tikat Mekoma Beofen Zmani Ma'er Atika le Bet Knesset Agadol Mouva al Adat Bocharim. Dans Tsofayov, si tu connais pas Bnei Yerushalayim, il y a une région qui s'appelle Tsofayov, ouais, des Bokharim. Donc ils sont passés de la région du Kotel Ma'aravi, qui était apparemment un peu tumultueux en 48, et donc ils sont passés momentanément dans la zone des Bokharim à Jérusalem, un endroit d'ailleurs qui était beaucoup plus spacieux, et voilà. Mais dans cette synagogue, n'oublions pas, c'était les Bokharim, Baruch Hashem, ils ont des pépettes, et donc c'était très bien avec des beaux fauteuils, bien rembourrés. C'était pas, hein? Les Russes, c'est quoi? Ouais, c'est une région. Bukhara, c'est une région en Russie. Kashab elak mehem lamad, j'ai des élèves qui sont Bokharim, des dentistes. Kashab elak adlem lamad abaorim ou elak asheni lamdou ziknei shiva mkubalim. Ça veut dire qu'ils ont divisé le lieu en deux endroits. Un où les jeunes étudiants étudiaient, et le second c'était les plus âgés qui étudiaient la Kabbale, la Torah cachée. Un des jours, un des élèves a voulu se monter un peu haut vers un certain livre qu'il avait besoin pour son étude. Donc il a un peu tendu sa main, c'était un peu haut, il a monté un truc un peu périlleux comme ça. Il dit, je suis en train d'humilier les tapis qui sont en l'honneur de la synagogue. Qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Des démonstrations d'acrobatie. Il dit, c'est mal levé. On va savoir, est-ce qu'il s'est pas diffusé avec sa femme avant? Miyad ba miktia ulam et adam kubalim zkanim. Mais aussitôt il y a une réaction, autoréaction, d'un des vieux mekoubalim, des vieux qui étudiaient la Kabbalah. Pashad grimato ve'ora la ba'or la'alot alea. Il a enlevé sa veste, il a dit, je te prie de bien monter sur ma veste pour sortir, pour ne pas salir les tapis. Moi, ma veste sera ton tapis. Pour faire en fait contrecarrer la réflexion mal placée. Qui de l'orita sefer, pour pouvoir sortir de sefer. C'est un grand mérite pour moi. Il dit au Gabay qu'un Ba'or Yeshiva va piétiner sur mes habits parce que c'est marqué. Bon, là c'est déjà un peu l'illusion, pardon. Quoi? Allusionnaire. Allusion. Il dit Ve'eve mit'abek be'afar aglem. C'est marqué dans Pirkei Avot qu'il faut s'attacher à la poussière des sages.
Là, un peu, de façon un peu ironique, il a dit aussi, je suis prêt à me faire piétiner, avoir de la poussière sur ma belle veste, pourvu que j'aurais utilisé pour la Torah, été servi pour la Torah. Si personne Rav Tzadka, le Gabaïm aussi Belefham. Donc après avoir fini cette histoire, Rav Tzadka a dit avec beaucoup d'enthousiasme pour encourager l'ouverture du collège, n'est-ce pas? S'chut gdola tielachem, vous aurez un très grand mérite chez Avak Shel Torah Bevet Knesset Shelachem, qui est en fait la poussière de la Torah dans vos lieux. Pour Hachem, c'est une bonne occasion tout d'abord de remercier notre maître Rabbi David Hanina Pinto, lui et toute sa famille, qui se donnent cœur et âme, vraiment comme ce qu'on s'entend, de jour et nuit, pour qu'on puisse étudier avec quiétude, et aussi tous les Gabaïm, notre cher Norbert et tous nos bien-aimés, qui se donnent à fond, tous ceux qui viennent de jour en jour, qui font honneur à Kadosh Baruch Hu, que la Torah vous bénisse à tous. Amen. C'est qu'un premier tour. Est-il permis, chers amis, quelques questions diverses? Est-il permis de porter durant Yom Tov? Hier c'était Yom Tov, aujourd'hui c'est encore Yom Tov en Chutz La'aretz de Shavuot, 5785. Donc est-ce qu'on a le droit de porter pendant Yom Tov? La réponse, il est effectivement permis de porter dans un domaine public pendant Yom Tov, ce qui est nécessaire pendant la fête. Ce qui est nécessaire, tu vois, je sais pas moi, tu as besoin de ton livre de Tfila, je n'ai pas fait de Tfila, ici imaginons que Baruch Hashem, Dieu bénisse ici, il y a beaucoup de personnes, donc ça se finit vite les livres. En revanche, il ne faut pas porter des choses qui ne sont d'aucune utilité durant Yom Tov. Donc si vous avez dans votre veste des papiers ou des éléments qui ne servent à rien pendant la fête, il faut les retirer avant de sortir. Par ailleurs, l'interdit de Mouktsé existe pendant Yom Tov, l'interdiction de porter des choses qui sont Mouktsé, imaginons un stylo et compagnie, même plus sévère que durant Shabbat. Des fois, les mixeurs est plus grave. Il faut donc, dans tous les cas, vous assurer que vous ne déplacez pas des objets Mouktsé dans ta veste, etc. Donc, vérifiez aussi les poches avant l'entrée de la fête. Y a-t-il l'obligation de manger un repas halavi à Shavuot? Regardez Ashgaha Pratit, au Hachem, le lendemain. Il n'est pas obligé. C'est la viande de vin, Yom Tov. Voilà, très bien. En tout cas, je vois que vous avez un diplôme de rabbinat, j'en suis fier. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, je veux dire pas du tout qu'on n'a pas d'obligation de manger du lait. C'est préférable de manger du lait. Pas du tout, il n'y a aucune obligation. Il s'agit d'un minhag, une bonne habitude, c'est bien beau. En revanche, vous savez que selon la Kabbalah, il faut manger du pain tout de suite après la tefila du matin. Hier, j'ai fini la tefila honnête, donc à fini vers 7h30, j'étais chez moi. J'ai fait Netila, j'ai mangé du pain. Ensuite, j'ai un petit morceau de pain, des hamishné. Ensuite, j'ai mangé avec la famille. On a tous réveillé des trucs halavi. Après, vers 1h30, on a fait le plat, le couscous, et chacun ce qu'a son habitude avec la viande et tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que selon la Kabbalah, une partie de la réparation d'avoir les ktarim, c'est aussi manger du motzi le plus tôt possible. En tout cas, par rapport à halavi, il n'y a aucune obligation, c'est un bon minhag. En revanche, il y a une mitzvah de manger de la viande, voilà. Durant Yom Tov, certains décisionnaires pensent tout de même que depuis que le temple a été détruit malheureusement, ce n'est plus le cas. Il n'y a que des rabbins aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas délaisser l'essentiel pour se donner à l'accessoire. Mais disons quelqu'un il va te faire une commande à tout casser, comment dirais-je, au niveau halavi, il n'aurait même pas goûté un petit chouïa de viande pendant la fête, ça s'appelle qu'il a fait de l'essentiel et des choses secondaires et de secondaire l'essentiel. L'habitude optimale est la suivante. Faire le kidouche du repas du matin, puis manger une part d'un gâteau au fromage et tout autre aliment mésonote en quantité supérieure à 30 grammes pour que le kidouche soit valable et faire la bracha finale à la miria et à la geffen pour celui qui a bu du vin ou du jus de raisin. Ensuite, en tout cas avec le shiur de 80 et quelques miles, ensuite vous ferez une petite pause, il faut aussi se rincer la bouche et vous ferez le repas de Yom Tov avec de la viande, ou bien on se repose avant, il y a déjà un arrêt de 3-4 heures. Attention, cependant les fromages durs peuvent nécessiter d'attendre 6 heures avant de consommer de la viande. Il faudra donc consommer avant le repas des produits laitiers qui ne font pas partie de cette catégorie pour pouvoir faire un repas bassari ensuite. Chose qui, surtout en France, des fois il y a des formats qui sont durs, que la digestion est très lente. Dans ce cas-là, il faudra attendre 6 heures entre la fin de la consommation du fromage dur et de la viande. Donc c'est à vérifier. Je ne suis pas spécialiste au niveau des fromages. Bon, dis-le. Je ne suis pas spécialiste, ni dans la savoisette, ni dans, j'en sais rien, la boule rouge, ni dans la boule râpée, mais en tout cas, c'est à vérifier. Parfois, le vendredi soir, pendant l'office, j'ai un petit coup de fatigue. C'est pas parfois, je peux dire que tout le monde a le coup de fatigue. Ah ben c'est sûr. Vous savez, des fois, moi, quand j'enseigne à des talmidim,
Alors des fois, au bout de 2-3 minutes, je sais pas que je suis pas intéressant, mais bon, je les endors. Je leur dis à Botaï, vous voyez que même sans faire d'études, je suis un anesthésiste diplômé. Au bout de 2 minutes, tu vois, pac. Mais tu fais de l'hypnose alors? Non, c'est pas, c'est automatique. Tu veux que je le fasse? Ça va venir tout seul. Après, ma femme va me chercher de partout. Comprenez? Donc là, c'est important. On dit aussi une autre blague. C'est pas une blague, un peu d'ironie. Il dit qu'il y a un mashgiach. Mashgiach à la yeshiva, ça veut dire celui qui s'occupe de toute question spirituelle. C'est le directeur spirituel. Et le directeur Torani, c'est le Rosh Yeshiva. Mashgiach, c'est celui qui est plutôt de côté spirituel, comment se comporter, etc. Et plusieurs fois, encore une fois, Horim il s'endorme. J'ai pas dit que toujours, mais bon, ça peut arriver. J'étais mashgiach à une époque, hein, donc je sais ce qui se passe. Et il dit, mais je comprends pas. Toujours à la fin du cours, il y a un éveil. Un éveil en hébreu s'appelle It'orerut. C'est quoi un éveil? Waouh, ça y est, on a pris à cœur. En fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde s'est endormi. Quand il finit, il tape sur la table, tout le monde s'éveille. Se réveille. Il ne s'éveille pas, il se réveille. Mais en tout cas, parfois le vendredi soir, j'ai un petit coup de fatigue. En français, ça s'appelle un coup de barre. Puis-je dormir quelques minutes dans la synagogue? Il dit, écoute, ce rêve est tellement passionnant, je me sens comme dans la nuit, et je vais mettre la tête comme ça et faire... Alors là, des fois, il y en a qui ronflent. C'est Hachouma, il faut les pincer gentiment. Il est interdit de dormir dans la synagogue, ne serait-ce que quelques minutes. Certaines exceptions existent, mais votre cas, qui est le plus fréquent, ne fait pas partie des exceptions. Dans un Beth Midrash, comme ici, ce lieu-là s'appelle un Beth Midrash. Le mot Beth Midrash, c'est un lieu d'étude, d'accord? On prie aussi, mais tout d'abord, le Beth Midrash est un plus haut degré que Beth Knesset. Dans le Beth Midrash, les étudiants en Torah peuvent dormir et manger, car cet endroit est assimilé à leur maison, en tout cas pendant quelques bonnes heures, et peuvent donc naturellement s'y assoupir. Encore une fois, dans ce cas-là, en haut, des fois, on a aussi des pièces. Moi aussi, j'ai une pièce vraiment 5 étoiles, celui qui l'a visité. Vous avez compris. Allez, on y va. Non, maintenant, on finit. Vous savez pourquoi ils s'endorment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. Actif. Quand on étudie en Chavruta, oui. on présente le sujet. D'accord. Un il va parler, l'autre il va parler, on va parler. C'est interactif. C'est interactif. On peut pas. Alors que dans un shiur, tu es passif. Maintenant, on écoute. Non, je comprends, j'ai pas de remarque à faire. J'explique pourquoi on s'endort. Non mais oui, tout à fait, parce que tu es passif. On s'endort. C'est vrai, tout à fait, je suis d'accord. C'est pour ça que je t'ai laissé maintenant agir. Puis-je jeter en fin d'année des cahiers de Torah des enfants à la poubelle? Non. Qu'en est-il des livrets Torah en français distribués à la synagogue? Réponse, peu importe la langue. Tout enseignement de Torah, même s'il ne comporte pas le nom d'Hachem, doit être placé à la Geniza et non jeté à la poubelle. Non. Cela inclut donc les cahiers des enfants, les livrets Torah en français reçus à la synagogue, un article de Torah dans un journal, une carte d'invitation sur laquelle figurait un verset de la Torah. En général, à Bnei Brak et d'autres lieux, quand ils amènent un pasouk, à moitié afin de ne pas avoir besoin de le mettre à la Geniza. Et les journaux qu'ils distribuent dans la rue, non? Je répète, les journaux, c'est une question. Ouais. En général, si on ne les a pas utilisés du tout, on peut les mettre directement à la poubelle. Si tu as lu le Dvar Torah qui est dedans, ça t'oblige de faire la Geniza au moins du Dvar Torah. Si vous n'avez pas de Geniza à proximité de chez vous, souvent le cas en France, vous placez un sac dans l'un de vos placards à la maison et vous y jetez au fur et à mesure selon vos besoins. Puis ensuite, celui-ci est plein, vous donnerez la Geniza en Israël, c'est payant, etc. Pour finir... C'est payant à Bnei Brak. Oui, c'est payant, bien sûr. Bah oui, écoute, ils ont des travaux à faire, ils transportent, ils le mettent au cimetière. Ils enterrent au cimetière, hein. Je sais, j'y étais plusieurs fois. c'est payant. Hein. Ouais, bah oui, c'est normal. Écoute, c'est un service. C'est payant. Ouais. Non, il y a des dépenses. Mais nous, on allait en camion avec l'arabe qui c'est cher chez nous. 5 euros le coro, c'est un peu cher, hein. Dans ma synagogue, ouais. Vous devez donc urgemment rechercher autour de vous ou via votre rave, la personne qui gère la Geniza pour le plus proche de chez vous, et diffuser autour de vous cette information pour que personne n'en vienne à mépriser les écrits de la Torah. Haz v'shalom. Alors on passe de sujet Bezrat Hashem. Rabotai, Bezrat Hashem,
j'ai commencé à étudier avec mes amis du matin un livre qu'il a écrit Rabbi Yoram Michael Abergel, Alav Shalom, qui est en train d'expliquer les 48 kinyanim de la Torah. On sait très bien, dans Pirkei Avot, il est mentionné dans Perek Vav Mishnah Vav, on l'a lu le Shabbat dernier, tout avant Shavuot, que la Torah, on l'acquiert, n'est-ce pas, avec 48 moyens. 48. Alors, le premier moyen, c'est l'étude, l'imoud. Ensuite, on verra en minimisant son temps de consommation, temps de sommeil, etc. Mais entre autres, c'est par rapport à l'étude. Là, il est en train de relater chacun des kinyanim, chacune des conditions. Il y a un livre entier sur cela. Il est en train de détailler les 48 conditions pour pouvoir arriver au fin fond, pour épouser la Torah. Là, il va commencer à parler de l'importance de l'étude de la Gemara, à proprement dit. Après qu'une personne a déjà eu le mérite, en tout cas celui qui n'a pas encore eu le mérite, c'est le temps et c'est le moment de s'y mettre tant qu'on peut. Après avoir le mérite d'étudier aussi bien le Mikra, donc tout ce qui est hommage, un peu de Mishnah aussi, eh bien il faut continuer dans son étude, étudier la Gemara. La Gemara, c'est le Shas, c'est le Talmud babylonien. Shua Limoud Ame'ole, c'est le Limoud le plus haut. Dans quel sens? Au niveau du Pshat. Je ne parle pas du Sod. Dans le Sod, c'est un degré encore plus haut. Me'ole Beta Mikol Limoud Ha'er. Itan Lomar chez Limoud Gemara ou Mafteh HaMaster. En fait, l'étude de la Gemara, c'est comme un passe-partout. N'est-ce pas? Master. Chez la Torah Kedosha Asher Yesh Beko'ol Liftoah Kol Delet. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde des yeshivot est basé dans l'étude acharnée dans les Gemarot. Parce que plus cette personne est connaissante, et elle sait aussi s'approfondir, et déduire même des finesses, d'insinuations, etc. dans les mots de la Gemara, aussi bien pour nager dans le monde des décisionnaires, dans toutes les parties de la Torah. Donc c'est en fait la meilleure éducation à la yeshivot, qu'on les initie à ce point-là, aussi bien en connaissance en long et en large et en profondeur. Si tu as eu le mérite d'adhérer à la Gemara, et bien déjà Rabbi Yoram, tu es fortement aimé dans les cieux. Il te dit, seule l'étude de la Gemara a la force d'extraire de la personne le mal qui est en lui. Encore une fois, toute partie de la Torah a une force, mais la Gemara a une force particulière. Tout simplement pour quelle raison? Parce que d'abord l'effort d'étude de la Gemara. Secondo, la Gemara elle-même est en train de faire des différenciations. C'est moutar, c'est assour, c'est tahor, c'est tamé. Donc c'est un birour, c'est un tri. Donc là aussi, tri pour tri. C'est tri aussi, c'est extrait de toi aussi les parties qui te dérangent, qui t'alourdit. Alourdi au niveau spirituel. Tu as du mal à adhérer. Pourquoi? Parce que tu as un mélange de bien et de mal. Donc par l'étude de la Gemara, tu as mida keneged mida. Il faut savoir que sans être connaissant de la Gemara et de la Halakha comme ce qui se doit, qui dit Gemara dit la Halakha. La Halakha en fait c'est les conclusions de la Gemara. Donc tu ne peux pas étudier la Halakha tant que tu n'as pas consulté auparavant les origines. À moins que, autrement ta compréhension sera superflue, ne sera pas fondée, tu peux te tromper parce que des fois il y a des nuances que tu ne connais pas. La connaissance de la base, quand tu arriveras dans la pratique, tu vas te tromper parce que tu ne connais pas la base. Tu as l'impression de comprendre que la raison de telle halakha est la suivante. Donc selon cela, tu vas déduire une certaine déduction et tu te trompes parce que tu as mal compris le fondement. On n'a pas le droit de toucher à de la Kabbalah tant qu'on n'a pas étudié auparavant bien le Pshat, surtout la Gemara. Comme ce que le Rama lui-même dit. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Esrelis, un des grands poskim, donc, qui a écrit des rajouts sur Maran, sur Shulchan Aruch. Il marque dans Yoredea Siman Resh Mem Vav Seif Dalet. Mais on sait très bien qu'il est un très grand kabbaliste, le Rama. Le Rama, il Iftar al-Akba Omer. Le Rama, Rabbi Moshe Esrelis, qui était à Cracovie. Il était à l'époque de Maran. Il était tellement humble que quand il a vu le livre de Maran Shulchan Aruch, il a dit je ne vais pas écrire un Shulchan Aruch pour les Ashkenaz et on va laisser Rabbi Yosef Karo pour les Sefarad. Avec sa Anava, il a dit je vais juste rajouter quelques remarques à moi. Le minak des Ashkenaz, des fois, qui est différent des Sefarad. En tout cas, lui, il dit là-bas Adam le Tayel va pardes. En d'autres mots, une personne n'a pas le droit de se promener dans le verger, on dit, où il y a des jardins. Le pardes, en fait, on fait allusion au Sod, à la Kabbalah. C'est une expression. Rak la arche milak reso basar ve'ayin. C'est qu'après le fait que tu as rempli ton ventre de viande et de vin. C'est une expression qui veut dire que tu as bien mangé. Comme ce que disait Rabbi Nachman de Breslev. Il faut manger des Gemarot, boire des Mishnayot, et gober, je sais pas moi, des Midrashim. Une expression.
Donc là aussi, vous voulez dar, issou, ve'eter, dinamitzot, de dire Rama, savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, toute la halachot de mitzvot. Que chaque Gemara, il y a bassis, il dit ad halachot Torah. La Gemara, c'est la base de toute la connaissance de la Torah. La reine yeshna ovak de shal kol yehudi la da'at kol hashas, abotay. Il nous incombe de connaître tout le chasse. Ça paraît, c'est vrai, un peu incroyable, mais c'est pas vrai. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Jour après jour, ligne après ligne, pérec après pérec. Si moi je réfléchissais à chaque étude, ce qui m'attendait après, j'aurais jamais commencé rien. Je me jette à l'eau, je dis Hachem, ta'azor, on avance, de jour en jour, je suis content. Chaque fois je fais la caisse en fin de journée, je dis ça c'est sympa, j'espère que demain on fera plus d'entrées. Mais je suis jamais dégonflé, parce qu'autrement, et c'est incroyable, quand on dit shekel à shekel, et en fin de compte, je deviens une personne très riche. C'est pas pour rien, il faut utiliser, raboter les exemples matériels. De même que dans les économies, tu dis, mon vieux, tu sais comment j'ai trimé? Mais je ramassais des clopinettes, et petit à petit, Baruch Hashem, voilà, tu me vois, je suis blandé. Je dis, non, mais d'accord, porte pas l'œil. Je dis, non, mais je te dis, Otalik, je dis, oui, mais j'ai trimé, hein. Donc la même chose pour la Torah, les gens, ils aiment bien voir, c'est une des graves erreurs des gens, que quoi? Ils aiment bien voir l'apogée de telle personne. Ils n'aiment pas étudier l'historique. Donc on voit par exemple en Biova de Yosef, que son mérite nous protège. La connaissance toranique, elle est incroyable, elle est incommensurable, elle est indescriptible, et je n'exagère pas. J'ai étudié un peu, et ces livres, c'est incroyable, c'est vertigineux. On dit vertigineux? Vertigineux. D'accord. Ah, c'est des lumières, hein? Non, je fais exprès des erreurs. Vous comprenez? C'est des lumières. Alors, quelle est la réponse? Ouais, d'accord. Vous comprenez? Non, maintenant, quelle est la réponse? Rabotaï, vous savez, pas la réponse. Vous savez combien de difficultés il a passé? D'abord, la pauvreté incroyable qu'il a eue. Il était poursuivi. Déjà, quand il était en Égypte, vous savez qu'ils l'ont menacé sa vie, on dit. Ouais. Et pas encore, mais n'en parlons pas quand il était en Israël. Beaucoup de personnes qui étaient contre sa façon de décider, combien d'humiliations. Encore une fois, maintenant je ne rentre pas dans le compte qui a raison, pas à mon but, parce que chacun avait une intention différente, c'est pas ça le calcul. Mais en fin de compte, imaginez-vous combien de fois il aurait pu se désespérer, lever les bras et dire c'est quoi ça, tahasra. Vous savez, j'ai vu dernièrement un truc extraordinaire. Regardez la peut-être l'importance d'encourager. Rav Yitzhak Yosef, chez Mishmoroto, et il a amené une fois dans un des shiurim Rav Shlomo Zafrani, qui était là d'ailleurs. Okay? Il a dit, j'ai une grande reconnaissance à son papa. Il a amené donc dans le cours hebdomadaire le Motsei Shabbat. Il dit quoi? Il dit quand j'étais un jeune avraire, j'écrivais Yalkut Yosef, bien connu. Aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a des dizaines et des dizaines de volumes qu'il a écrits. C'est incroyable aussi. Bon, Baruch Hashem, son papa, il lui a donné, il le fait hériter, mais bon, la Torah ne veut pas hériter. Mais le mérite de son papa qui l'a aidé, que tout ce qui s'est donné dans la Torah a amené des fruits extraordinaires et incroyables. Mais en tout cas, il a dit, pourquoi j'ai reconnaissance envers du papa, Rav Yitzhak Zafrani, le papa de Rav Shlomo Zafrani. Il dit, quand j'étais jeune avraire, un des 10 premiers, c'est une façon de s'exprimer. Quand on attend les 10 premiers pour faire la Tfila Minha, par exemple, un des 10 premiers à qui j'ai amené mon livre, je courais l'amener, c'est au papa de Rav Zafrani. Il dit pourquoi? Parce qu'il me donnait quelques sous, quelques centaines de shkalim, moi à l'époque de l'irot, je ne sais pas, je ne sais pas exactement de la monnaie, et ça m'encourageait. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que ces quelques centimes ne vont vraiment ni recouvrir les dépenses de l'impression qui étaient beaucoup plus chères à l'époque, ni plein d'autres choses, mais l'encouragement, la sympathie, etc., lui a donné des forces. Il dit que ça me donnait beaucoup de force. Donc là aussi, l'importance de se tourner l'un à l'autre. Maintenant, retournons à notre point. Connaissance du chasse. Maintenant, si tu ne peux pas étudier Daf Gemara, pas tout le monde peut faire un Daf de Gemara, au moins un petit chouïa. Israël, par exemple. Bon, là, il rentre un peu dans le détail de l'importance de Daf Gemara. Écoutez, Raboté, ce qu'il dit ici. בסופש פעם אחת מצאו פתק בתוך אחד הגמרות של הגאון רבי משה פיינשטיין. Voilà, on repart de Rabbi Moshe Feinstein à la Vachalon, il est revenu. Il nous dit, ils ont trouvé une fois dans une Gemara de Rabbi Moshe Feinstein, où Niftar Bishnat Tafshin Memvav Begil Tishim Ve'ad. Donc il est Niftar en Tafshin Memvav, ça fait en 86 plus ou moins. En 1986 plus ou moins, ou 85 ça dépend. Et à l'âge de, non, j'ai pas dit 85. Il est Niftar en 1985 à l'âge de 91 ans. Agab 91 c'est 26 plus Yudke Vavke et Adanot.
והיה כתוב בו בכתב ידו, ותהילות לאל סיימתי הש"ס 202 פעמים. Il dit, je remercie Hachem, j'ai fini le chasse 202 fois. Attention, maintenant quand je dis 202 fois, pour les des cacahuètes, n'oublions pas qu'écrit le Dibrot Moshe, le Igrot Moshe, et tout ce qui répondait à tout le monde, et tout ce qui dirigeait toutes les questions les plus graves, etc. Matzou Bektavim Shelo, Siyamti Hashas, Tehilot Lael Gimel Pa'amim. Maintenant, il y a un autre problème. Dans un autre livre, ils ont vu qu'il a fini la chasse que 3 fois. Décide-toi, 202 fois ou 3 fois? La réponse est très simple à Botaï. Non, j'ai expliqué un peu plus, excusez-moi, je me corrige. De par ailleurs, Maran Abet Yosef. Rabbi Yosef Karo! Vous savez, Botaï, qu'est-ce qu'il dit sur lui, la Hamagid? Je vais vous dire un peu une petite histoire. Vous aimez les histoires, que faire? Donc je vais dire l'histoire. Rabbi Yosef Karo, quand il était en train de voyager de l'Espagne vers Israël, une des stations à lui, c'était en Turquie, dans la ville d'Andripoli. Et il avait fait l'aile Shavuot, comme hier soir, comme avant-hier soir. Et voilà qu'après minuit, il y avait beaucoup de rabbanim avec lui, mais ils n'étaient pas 10. Il y avait entre autres Rabbi Shlomo El-Kabet, celui qui a écrit les Chadodi, qui est en Teratzvot, etc. À un certain moment, il y a eu un silence, il y a eu qu'une voix qui est sortie de la gorge de Rabbi Yosef Karo. C'est-à-dire que Rabbi Yosef Karo est devenu tout rouge, sa bouche est restée ouverte, sans articuler. Il y avait une voix qui sortait de son intérieur. Il leur a dit, je suis la voix de la Mishnah. La Mishnah qui a été créée de par l'étude de Rabbi Yosef Karo. Il leur dit, vous savez que le mérite de l'étude de Rabbi Yosef Karo, incessante, n'est-ce pas, de la Mishnah, m'a créé. Et sachez que votre étude fait très grand plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est dommage que vous n'êtes pas minyan. Parce que si vous avez eu minyan, on aurait eu un dévoilement encore plus fort. Et là, il a dit une phrase qui est poignante. Laquelle? Il a dit, sachez que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Shrina Hoveket Ashpatot, traduction littérale, ça fait très peur, que la Shrina est en train d'embrasser les poubelles, excusez-moi du terme, incroyable. Tellement Kadosh Baruch Hu, il a du mal de notre galoutre, de notre difficulté, c'est comme l'expression qui est incroyable. Il dit, si vous avez un millionième d'idée du tsar, du mal qu'a la Shrina à cause de nos fautes, vous n'aurez jamais souri. Vous n'avez aucune joie dans votre cœur. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, que la nuit d'après, qui est le deuxième soir de la Shavuot, c'est très bien, où s'arrête ces 2 soirées, ils sont renforcés, ils ont amené un bon minyan et tout, et là encore de nouveau, la Mishnah est sortie de la gorge de Rabbi Yosef Karo. C'est incroyable. Une fois, Rabbi Yosef Karo, ce Malach HaMagid, cet ange qui était donc online, qui venait discuter avec Rabbi Yosef Karo tous les jours. Une fois, par exemple, il lui a dit un truc extraordinaire. Vous écoutez? Il lui a dit, écoute, le pilpoul que tu as marqué dans le Beth Yosef, dans le Chot Shabbat, Siman Shinut Et, ouais, dans le Suget de Ambati, et il a marqué 2-3 possibilités. Il dit, la vraie possibilité d'explication du point de discussion, c'est le 3e. Mais n'efface pas quand même les 2 premiers. Pourquoi? Parce que dans les cieux, ils adorent la façon dont tu étudies. Même si c'est faux, les 2 premières explications, garde-les quand même parce que c'est doux, c'est beau. C'est faux, mais c'est pas pour autant que c'est beau, et donc tu les laisses. Ou une autre fois, il lui dit, tu sais, j'ai un très grand bonjour du Rambam, de la Yeshiva chez le Ma'ala. Je dis pourquoi? Il lui dit, tu l'as très bien expliqué aujourd'hui. Tu lui as fait plaisir, donc il te passe un grand bonjour, le Rambam. Et toute autre discussion. Une autre fois, ils lui ont dit, au Malach HaMagid, incroyable. Malach HaMagid, il a dit, écoute, tu saches que ce matin, Hazve Shalom, dans les cieux, ils ont presque décidé qu'il va quitter ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a un peu tardé à la tfila. Il dit, et de toi, mais qu'il était un peu faible, etc. Il dit, mais puisque tu dis de façon incessante la Mishnah, de par ce mérite-là, on t'a fait on t'a une réduction, on a été coulant avec toi, mais fais attention. Une autre fois, il vient et lui dit, incroyable, tout ça c'est marqué à Rabotai. Il y a un livre qui s'appelle Magid Mesharim, qui a été édité par l'élève de Rabbi Yosef Karo, qui s'appelle, il faut que je me rappelle, non, pas Maram Padove, je crois que c'est Maram Padove. Ou un autre, je vais me rappeler après, une seconde. Je vais me rappeler. Un talmid à lui en Italie. C'était un talmid à lui sans l'avoir vu. C'était des talmidim en télépathie. Comme moi, il y a des rabbanim qui étudient leur Torah, je les ai jamais connus. Alors moi, chez Lévi, par exemple, j'aurais pu le connaître, mais jamais connu. C'est pas pour autant que je ne suis pas talmid à lui. En tout cas, pourvu que j'ai le mérite. J'ai dit sa Torah. Alors, en étudiant la Torah du talmid Acham, à Ovadia, j'ai vu qu'une seule fois. Une seule fois, quand j'étais jeune homme à Bnei Brak, il fallait venir au bout de Rabbi Akiva à Bnei Brak. À Bnei la Bachaout, j'ai vu une seule fois. C'est pas pour autant que pour j'ai des dizaines et plus que des dizaines de cours sur tous ces livres, etc. Maintenant, pour retourner au point suivant, ce
Talmid de Maran, Ken, il a imprimé les livres de Maran, entre autres le Sefer Magid Mesharim. C'est en fait toutes les discussions et tous les Hidushei Torah qui disaient le Magid Mesharim, qui disaient l'ange à Maran, Rabbi Yosef Karo. Une fois, il a même dit, écoute, tu as trop mangé de pastèque hier après-midi. Attends, pastèque. Si je dis qu'il était à Golda, mais il est. Ouais, mais tu dis pastèque, ça va. Ou bien il dit, tu as bu. Encore une fois, c'est pas notre niveau, hein, qu'on ne se leurre pas. Il dit, ouais, tu as bu trop d'eau. Attends, trop d'eau, allô. Je vais me sécher. Je dis, non, tu bois. Mais même du petit plaisir de cela, à ce degré de Rabbi Yosef Karo incroyable. Donc Rabbi Yosef Karo, de par ailleurs, il est mentionné, contrairement, en tout cas, bien que Rabbi Moshe Feinstein a fini le chasse 202 fois, de par ailleurs, Rabbi Yosef Karo, il marquait qu'il a fini le chasse 3 fois. Bien entendu que les 3 fois de Rabbi Yosef Karo, maintenant sans faire de comparaison de l'Egdolim, c'est 3 fois avec une profondeur incroyable. Parce que des fois, vous savez très bien à Botaï, comme ce qu'il dit le stapler, quand tu écris une chose, c'est considéré comme si tu as étudié au moins 4 fois. Parce que pour pouvoir transcrire une chose, il faut que ce soit tellement clair, pas moins que 4 fois de révision avant de rédiger. Donc c'est très important de mettre tout le temps votre étude à l'écrit. Même un peu ce que tu peux. En tout cas, pour retourner, la reine Michelosé de Kabel et Sanechona, donc très important à Bodaï de s'attacher à l'étude de la Gemara. Abin Ahmad de Breslev, dans le côté Moharan, dans la Torah Vav, Otdalet, il dit Adam Serliot de Baki Balacha Baratzov Ashov, que Adam Lomet Tagamara, Akranikash Limud Alacha, on y crée Baki Bashov. Bon, on explique un peu de Kabbalah. Ça rappelle aussi ce qu'on a dit hier, celui qui a fait attention dans la Haftara de Eskel, vers Hayot, Ratzov Ashov. Hayot, c'est une appellation d'ange, un peu de degré très haut. Ratzov Ashov, c'est savoir aller et retour. Donc faire le lien entre la Gemara et la Halacha et la Gemara et la Halacha, c'est un travail très important et pas si facile. Mais Rabotai, c'est la machine à laver qui te purifie, qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Là, c'était donc l'idée par rapport à cela. Maintenant, on va passer, pour finir ce cours, on a encore une dizaine de minutes, n'est-ce pas, Président? D'accord? L'honneur des parents, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Ben Arosé Levakesh Tova O Anaam Bemisim que c'est basé. Une personne qui a besoin de demander une réduction, un truc comme ça, dans un cas de figure. Il sait très bien qu'il va demander ça au nom de son papa. Et il dit, qui tu es, Bni? Il dit, je suis le fils de Norbert. Tu vois, pour Baba Norbert, je te fais réduction de 50%. Je dis, mais pourquoi tu utilises le nom de ton père? Pourquoi tu as utilisé la carte de crédit? Il fallait dire, je suis ceci, cela, ça aurait marché aussi. Il dit, oui, mais puisque je sais que ça fait plaisir à mon père, que je dis que je suis fils de Norbert, et bien ça donne plus de crédit. Donc c'est une façon de créer des situations multiples, une bonne raison de faire plaisir aux parents. Alors, etc. Avançons. Autre exemple. Imaben Yodea, Shebimkom ze en atzibur bia asim tovim kolkar im aviv, le yamalem asubishulab. Par contre, à l'inverse, si c'est que ses parents, son père n'est pas très apprécié dans tel et tel lieu, c'est pas le moment de l'évoquer. Au contraire, l'honneur de son papa, de lui faire éviter une chouma. Il dit qui vous êtes? Je dis, je m'appelle Isaac. Isaac, le fils de qui? Le fils d'Abraham Abinou. Je dis, ah, d'accord. Abraham Abinou, vous êtes? Non, je dis, Abraham Abinou. Ah, ok. Et qu'est-ce que vous désirez, tata? Parce que je dis, si je suis fils de, comment il s'appelle? De Jeannot. Je dis, ouais, Jeannot, tu le ressembles, hein. Pas que physiquement, même psychologiquement. Je dis, ouais, on a commencé. Ça a commencé la chamaille. Bechol izdamnut sheyesh. À toute bonne occasion que tu peux honorer, surélever l'honneur de tes parents, ta papa, ta maman, eh bien il faut saisir cette occasion. Exemple, il m'avait dit un monsieur, il se trouve avec ses copains, ils sont en train de discuter, imagine, il a reçu un coup de fil. Il dit, où tu es, Abraham? Je t'attends, ça fait 2 heures, j'ai mal au dos. Il vient me gratter le dos. Alors, il ne faut pas me dire, j'ai une urgence, je m'en vais. Non, je vais aller chez mon père, il m'attend, excusez-moi. Pourquoi? Parce que le fait que tu racontes la chose, tu mets en évidence, c'est un nouvel honneur. Il faut que aussi ils apprennent de toi. Il faut que son père, ils vont le rencontrer après. Il dit, tu sais, ton fils, on était en plein discussion, un truc chaud. Il a tout arrêté parce que tu papa dit, ah, ça me fait plaisir. C'est comme quand tu as soif, tu bois un bon verre frais, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait chaud au cœur. Etc.
D'autres cas. Imaginons qu'un papa et son fils se trouvent dans un lieu et on a posé une question, comment dirais-je, en l'air. Qu'est-ce que la halakha dans cela, par exemple? Attention qu'il n'est pas là, pas le fils de répondre avec son papa. Papa est là, on se tient à carreau, on donne le droit à papa répond. Si son père il dit pas, vas-y montre-leur, il dit écoutez tout d'abord, ça c'est le droit. Mais sinon, si papa est là, il a quoi dire, ne l'éclipse pas, c'est pas le moment de faire l'éclipse. C'est à toi d'éclipser la rigueur. Et si son père donne l'autorisation, c'est d'autres choses. Nicole Makom, il m'a bien marguiche, je dis bourreau, chez Aviv. Alors ça, chez Ella, il garem bizarre. Mais des fois, le papa, c'est un shah. Il connaît rien. Je penserais que. Je dis papa, je t'en prie, attends une seconde. Papa, une seconde, papa. Et mon père veut dire qu'il a sauvé la mise. Parce qu'autrement, s'il laisse parler son père, il va dire c'est pas ni Aleph, ni Bet, de bas. Mais maintenant, il a sauvé la mise. Il dit non, papa, bois. C'est un mec qui a sauvé le truc. Et lui, il prend la parole au nom de son père. Là, c'est bien. Donc il faut être très, très éveillé, très aux aguets. Abima ben hetiv arbe l'ora bidvarim she'en hayav b'hem minadin. Des fois, Baruch Hashem, il y a des enfants qui sont ce qu'on appelle des enfants dévoués. Et des fois, Baruch Hashem, il dépasse les limites, bien qu'en vérité, il n'y a pas de limite. Mais même s'il sent qu'il a dépassé les limites, et matin et soir, et il vient, et des kiffs, et des tours, et des ceci, et de cela, c'est pas pour autant d'utiliser cette situation pour se surélever. Papa, je te fais plaisir, je m'occupe de toi. J'ai dit, Dbouk, tu vas voir toi, si tu vas vieillir, on s'occupe. Non, j'ai pas dit, je m'occupe de toi. Merci d'avoir le mérite de pouvoir te faire du plaisir et pourvu que tu n'aies pas besoin de moi. Ah, ça c'est bien. Mais toi aussi, tu vas être un sportif jusqu'à 120 ans. C'est très bien raboté que les parents, quand ils viennent chez les enfants, ils ont plus honte que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils aiment tellement leurs enfants, ils ne veulent même pas leur créer le moindre difficulté, le moindre gêne, le moindre effort, malheureusement. Au contraire, c'est le moment de se préparer et de donner un maximum de bien-être, on dit, les mettre à l'aise. J'ai dit, mais quel mérite! Venez! Papi, mamie sont arrivés, les fanfares, allez, les drapeaux, les comment ça s'appelle les trucs? Les tapis rouges, la fanfare, ouais, ils font la truc, etc. Important en bataille, mais faire pas du cinéma, être sincère, faire de la joie et exprimer verbalement et clairement et expliciter l'enthousiasme qu'on a vis-à-vis de la venue des parents. Et n'oublions pas qu'on ne pourra jamais rembourser le bien que nos parents nous ont fait, ils nous ont amenés au monde, ils ont été en fin de compte les associés de ses parents et ceux qui nous ont amenés au monde, et ils l'ont fait grandir. Maintenant, plus que cela, dis merci que tu as la possibilité de faire du bien à tes parents. C'est un mérite qu'ils sont en train de te fournir. La tavot de l'autre, c'est ce qu'on a dit hier. Hier, on a lu ça à Shavuot, dans les 10 commandements. Les longévités aussi bien dans ce monde-là, dans le monde futur, etc. On avance encore un tout petit peu. Encore une petite halakha, d'accord, c'est ça? Ou encore plus? Oui, pas de problème. Ben she'eshlo misra b'misrad mesuyam she'nazarim bo anashim rabim. Quelqu'un qui travaille dans un bureau, il travaille à la mairie. Il s'occupe des réductions de Arnouna, comment ça s'appelle Arnouna en français, je sais pas. Truc qui sont, vous avez compris, les impôts la taxe de la mairie. Maintenant, ses parents ont besoin de son aide. J'ai arrange-moi, je t'en prie, la remise de Arnouna. Il faut donner une très bonne sensation. Je dis, papa, j'ai pas les nerfs, papa. Je vais encore demander des bontés pour toi, pour tes beaux yeux devant tous mes potes. Ils vont dire que je suis en train de trucs. Ne dis pas ça. Merci papa que tu donnes la possibilité. Quand chacun, je m'y paie hâte, Ezrato lahem, le hargish elionut alehem, et là il d'abord imam bekavod de honné. Il y a biat simato azrud agdolar. Il faut savoir que aussi le symbole de la Shekhinah, elle est sur les parents. Donc quand tu vois tes parents, tu vois la Shekhinah. Donc quand tu honores tes parents, tu honores la Shekhinah. Et Ratzon, on prie à Kadosh Baruch Hu qui puisse nous donner le mérite de savoir bien sauvegarder aussi bien nos forces, notre temps, notre vie et toutes nos facultés pour faire la volonté d'Hachem comme ce que lui attend de nous. Amen.